Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Dans Musique Culte, Patrick Duché nous présente le 6e album de Nick Cave, Kicking Against the Pricks de 1986. Dans ces 10 minutes chroniques, Catherine Desormières présente Nos chers espions de John Le Carré. Quant à Annie Drogou, elle évoque le festival La Bascule du 19 au 22 juin au Hangar 0. Musique Culte, saison 6, épisode 6. Il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, c'est Kicking Against the Pricks. Il s'agit ici du 3e album studio de Nick Cave et ses Bad Seeds, et c'est le 3e où l'on voit son visage en couverture, histoire de bien marquer qui est le patron après les aventures en collectif des Boys Next Door et des Birthday Party. On voit donc Cave de face, le visage moitié dans l'ombre et les cheveux en pétard comme à son habitude. Il arbore une veste sombre et une chemise blanche, son nouveau costume de scène, agrémenté d'un petit nœud pape noir lui donnant presque l'air d'un jeune communiant. Étonnamment, il s'agit d'un disque constitué exclusivement de reprises qui témoignent des influences très marquées blues du combo australien. Pour la petite histoire, le mensuel britannique Mojo avait publié en 2009 une compilation d'une vingtaine de morceaux intitulée The Roots of Nick Cave, avec notamment des versions originales de Stagger Lee, Henry Lee et Black Betty, que le chanteur sublima par son interprétation. Outre les inspirations de vieux bluesmen, on trouve aussi un morceau du Alex Harvey Band et de Lou Reed. Pas de lien cependant avec Elvis Presley, l'idole absolue de Cave, célébré par le titre Tupelo. Mais pourquoi ce titre d'abord ? Johnny Cash l'emploie ainsi dans une de ses dernières chansons, The Man Comes Around. L'origine de l'expression remonte à la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, où Jésus dit à celui qui deviendra l'apôtre Paul « Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons ». Les aiguillons étaient des bâtons pointus utilisés pour diriger les bœufs et regimber contre eux ne faisait que les blesser. L'expression est souvent utilisée pour décrire quelqu'un qui s'oppose à une autorité ou à une situation de manière autodestructrice. Par ailleurs, l'expression peut être à double sens. Ainsi, prick signifie également un imbécile. Peut-être faut-il y voir un clin d'œil au recueil de nouvelles de Samuel Beckett, More Pricks Than Kicks,
traduit bizarrement en français par bande et sarabande. Ou bien un adjectif censé décrire les critiques anglais ayant jusque-là éreinté les Bad Seeds. Le disque sort en août 86 alors que Cave travaille depuis un certain moment à ce qui deviendra son premier album, Et l'âne vit l'ange, qui raconte les aventures de Hugh Creed Hugh Crow, la vie d'un sourd et muet. Cave n'avait apparemment pas le temps à consacrer à l'écriture de paroles, ce qui explique peut-être aussi la volonté de faire un disque de reprise. Il squattait à l'époque chez un ami berlinois. Une photo de Bleeding Butcher, prise durant l'été 85, le montre affalé sur un lit, au milieu d'un monceau de livres, de feuilles de papier, d'une traduction d'une Bible du 19e siècle, ainsi que divers fétiches comme des touffes de cheveux accrochées sur une barre derrière lui, ou une photo d'Elvis Presley. Selon Butcher, cité dans le Guardian en 2016, personne n'aurait misé un sou sur la carrière de Cave, qui était considéré alors comme un chanteur goth à longs cheveux et pantalons serrés. She'll be rising, and she'll find that note that I left hanging on the door. And she'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. And by the time I get to Albuquerque, she'll be working. And she'll take off time just to give me a call. And she'll hear that phone keep right. L'enregistrement s'est partagé entre les studios AAV de Melbourne et les fameux studios ANSA de Berlin, où notamment David Bowie a enregistré. L'album marque les débuts du batteur suisse Thomas Weidler, rencontré originellement à Berlin et à ce jour le plus ancien comparse de Cave au sein des Bad Seeds. À noter la présence de la propre mère de Cave, Dawn, venue poser quelques accords au violon sur Muddy Water. Si l'enregistrement au studio AAV est rapide, avec 15 titres mis en boîte en 2 jours, la finalisation prend énormément de temps et est marquée par le départ du bassiste Barry Adamson. Un double album aurait pu voir le jour, mais se limite finalement à 12 titres, 14 sur le CD. Surprise, le groupe est encensé pour la témérité dont il a fait preuve, à ne pas copier les originaux, mais en livrant des interprétations personnelles. Donald McRae du New Musical Express écrit même qu'il s'agit du meilleur album de l'année et qui marque le rejet d'un rock établi. Dans le Melody Maker, Simon Reynolds indique quant à lui que Kicking Against the Pricks est une espèce d'étude pop et qu'en reprenant d'obscurs morceaux de blues, Cave les fait siens en les habitant de ses propres obsessions et abjections. La musique est absolument brillante. Mick Harvey, qui a réalisé plusieurs arrangements de cordes, estime que cet album a insufflé une nouvelle voix aux futures productions des Bad Seeds, en mélangeant blues, country et rock. Galvanisé par ce retour en grâce, et à peine 3 mois après la sortie de Kicking Against the Pricks, le groupe publie un nouvel album symbolisant ce nouveau départ, Your Funeral, My Trial. As I walk these narrow streets, where 1,000,000 passing feet have trod before me, with my guitar in my hand, suddenly I realize nobody knows me.
the multitude screamed and cried my name out for a song. Today the streets are empty and the crowds have all gone home. I pass a million houses, but there is no place that I belong. All I knew to give you was song after song after song. Le mois prochain, on prend le bateau avec The Boatman's Call, publié en 1997. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Le samedi 12 décembre 2020, disparaissait à 89 ans John le Carré, immense auteur de la littérature d'espionnage. 2 semaines plus tard, samedi 26 décembre, George Blake, espion britannique et agent double, mourait à 98 ans. George Blake faisait partie des agents doubles, censés être au service de la couronne du Royaume-Uni, de ces hommes dont les figures sont devenues emblématiques de l'univers de la trahison pendant la guerre froide. Les plus célèbres étant les 5 de Cambridge, dévoués à l'Union soviétique entre les années 30 et 50, Philby, Maclean, Burgess et les autres. John le Carré connaissait les arcanes du Secret Intelligence Service britannique. Il en avait fait partie, puis avait préféré une autre carrière, plus calme et au grand jour. C'est ainsi qu'il était devenu l'auteur de L'espion qui venait du froid, puis de sa célèbre trilogie avec la taupe, Comme un collégien et Les gens de Smiley. En 1948, John, qui s'appelle encore David Cornwell, a 17 ans. Il poursuit ses études à Bonn. C'est lui qui a choisi un autre système d'éducation que celui des pensionnats anglais et étudié la culture allemande. Il est rapidement approché par les services secrets britanniques, lesquels repèrent tôt les jeunes pousses capables des futurs exploits du renseignement. Commence son apprentissage. 10 ans plus tard, David est secrétaire d'ambassade à Bonn, puis consul à Hambourg. Des situations idéales pour transmettre des informations confidentielles, obtenues et transmises de manière très discrète. En 1964, il abandonne son rôle dans ce jeu clandestin, dans lequel il dit avoir rempli sa mission. Peut-être aussi parce qu'il allait être démasqué par la partie adverse. Par George Blake, peut-être. John le Carré a déclaré dans un article du Times « J'étais sur la liste des traîtres dont certains vivent encore à Moscou ». Mais la véritable raison est peut-être qu'il était devenu un écrivain. Son livre, L'espion qui venait du froid, venait d'être publié. Mais comment connaître la vérité venant de l'auteur le plus secret d'histoire où le secret en est le sujet? John le Carré ne cessera plus d'écrire jusqu'à sa mort en 2020 à Truro, en Cornouailles. Son roman « Retour de service », sorti l'année suivante, serait donc le dernier ouvrage, parmi une trentaine, d'un auteur dispensateur de nos rêves de clandestinité. Margaret Atwood écrit alors « John le Carré était un écrivain de premier plan dont les livres sont un guide foisonnant sur les sombres dessous machiavéliques des luttes de pouvoir internationales de ces 70 dernières années. Comme tant d'autres, j'ai d'abord été saisi par l'espion qui venait du froid, puis captivé par les romans de Smiley. » Gary Oldman, qui a incarné le personnage de Smiley dans le film La taupe, déclarait « La première fois que je l'ai rencontré, j'ai eu le coup de foudre. Son humour et sa vivacité d'esprit étaient irrésistibles. Il était tellement amusant. Un petit garçon et un patriarche à la fois. Il va beaucoup me manquer. » On a pensé que Retour de service était l'histoire qui refermait l'œuvre de John le Carré.
Un récit qui scelle l'effacement d'un espion, même fictif, suivi de la disparition de son auteur, laisse penser qu'il s'agit peut-être d'un testament littéraire. Retour de service. Son dernier roman, c'est ce qu'on a cru. Or, il en existait un autre, l'espion qui aimait les livres. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. Voici ce dont témoigne Nick Cornwell, le fils de John le Carré, dans la postface de l'espion qui aimait les livres. Extrait. J'ai eu, et j'ai encore, beaucoup de chance. Quand mon père est décédé, nous n'avions rien en suspens entre nous. Pas de paroles blessantes, ni de conflits non résolus, pas de doutes, pas de soupçons. Je l'aimais, il m'aimait, nous nous connaissions bien, nous étions fiers l'un de l'autre, nous acceptions nos défauts respectifs et nous nous amusions beaucoup ensemble. Que demander de plus ? Sauf que je lui avais fait une promesse. Je ne l'avais pas faite à la légère, mais elle remontait à un été métaphorique. Je ne sais plus trop en quelle année. Il m'a demandé de m'engager, et je l'ai fait. S'il venait à disparaître en laissant une histoire inachevée sur son bureau, accepterais-je de la terminer ? J'ai dit oui. Je ne vois pas comment j'aurais pu refuser. Et donc, en contemplant le vaste océan d'encre en ce soir funeste, en Cornouailles, je me suis souvenu de l'espion qui aimait les livres. Sans l'avoir lu, je connaissais son existence. Ce n'était pas un roman inachevé, mais un roman non publié, retravaillé encore et encore. L'espion qui aimait les livres avait été écrit, mais jamais finalisé. Un roman et une promesse non consommée. Les rares fois où j'avais envisagé ce moment et le rôle qui serait le mien, je m'étais imaginé un livre écrit aux 3/4, avec des notes détaillées sur la fin et peut-être des pages déjà rédigées à y intégrer, si bien que ma tâche serait une espèce de tricotage syncrétique. En fait, pas du tout. Je n'ai eu à effectuer qu'une simple relecture, aussi furtive qu'un contact entre deux clandestins, pour arriver à la version que vous tenez entre vos mains. Ce livre est du pur Le Carré, dans sa quasi-totalité. Et si vous lui trouvez quelques défauts, ils me sont entièrement imputables. Ce roman, publié en France aux éditions du Seuil en 2022 sous le titre « L'espion qui aimait les livres », est loin du titre original anglais, « Silver View ». En revanche, il rappelle celui qui avait fait le succès de son auteur, l'espion qui venait du froid. Une boucle se referme pour nous. Il est peut-être temps d'en écouter la première page. À 10 heures du matin, malgré l'orage qui s'abattait sur South Audley Street, dans le quartier du West End, à Londres, une jeune femme portant un anorak trop large et une écharpe en laine remontée haut sur la nuque marchait d'un pas résolu. Elle s'appelait Lily et se trouvait dans un état d'anxiété qui virait parfois à l'indignation. D'une main gantée, elle se protégeait les yeux pour scruter d'un regard noir le numéro des bâtiments, et de l'autre, elle manœuvrait une poussette équipée d'une capote en plastique dans laquelle dormait Sam, son fils de 2 ans. Certaines maisons étaient si luxueuses qu'elles ne portaient même pas de numéro. Une fois arrivée devant un porche prétentieux, dont un des piliers affichait clairement, lui, un numéro peint,
Elle monta le perron à reculons en hissant la poussette, scruta du même regard noir la liste des noms figurant à côté des sonnettes et appuya sur le bouton du bas. « Bonjour, veuillez pousser la porte », lui indiqua une voix de femme bienveillante dans l'interphone. « Je veux voir Proctor. »« Elle a dit Proctor et personne d'autre », rétorqua Lily du tac au tac. Cette première page, traditionnellement appelée « Introduction », est en soi un chef-d'œuvre. Cette courte séquence reste mystérieuse et on l'oublie au cours de la lecture, alors qu'elle est essentielle. Le grand talent de John le Carré est de nous donner une clé dès le début du récit, mais en cachant à quoi elle peut servir. Le lecteur s'abandonne alors au récit. Il absorbe des situations, ne sait pas comment les relier, mais il se laisse entraîner au plaisir d'imaginer ce que recouvre une intrigue faussement ouverte, où se dispersent quelques alertes, comme des signaux faciles à interpréter. Par exemple, pourquoi un personnage est appelé tantôt Edward, tantôt Teddy ou Florian dans la même conversation? Et quel est le rôle de Julian, le libraire, dans l'histoire? Le même matin, dans une petite station balnéaire perdue sur les côtes du Suffolk, Julian Lansley, 33 ans, libraire de son état, sortit par la porte de service de son tout nouveau commerce et serrant contre son cou le col en velours d'un pardessus noir rescapé de son ancienne vie de trader à laquelle il avait mis un terme 2 mois plus tôt, partit affronter les éléments sur la plage de galets, déserte, en quête de l'unique café qui servait le petit déjeuner en cette morne période de l'année. La veille au soir, 5 minutes avant la fermeture, la librairie est déserte, comme presque tout le reste de la journée. Debout derrière la caisse, Julian totalise les maigres recettes du jour. Cela fait quelques minutes qu'il a repéré une silhouette solitaire en imperméable camel, coiffée d'un feutre et armée d'un parapluie fermé, qui fait le planton sur le trottoir d'en face. Depuis 6 semaines qu'il gère un commerce mal achalandé, il a appris à repérer ces badauds qui regardent la vitrine sans jamais entrer et commencent à lui taper sur le système. Dans les romans de Le Carré, les scènes se suivent en un parcours incertain. La plupart de l'intrigue décrit une suite de situations dont les liens sont suggérés plus que dévoilés. Et c'est un plaisir, précisément, malgré une apparente confusion dans le récit, que s'établit une sorte de complicité entre l'auteur et son lecteur. À moins d'être vulgaire, personne ne demandait jamais à Stewart ce qu'il faisait, ni pourquoi à 55 ans, après avoir passé un quart de siècle au Foreign Office à Londres ou dans différents postes diplomatiques, il n'était pas encore ambassadeur quelque part, ou sous-secrétaire permanent d'un comité, ou Sir Stewart. Mais on savait. And I lie, I was trained at the farm. With a smile I compile on all the old charm. With a dose of deceit, my disguise is complete. In a trilby and a tosh, I'll take on the old bosh. I'm a spy with an eye on the past. I'm a spy at the top of my class. Retrouvons-nous le 8 juin, 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio. I'm a spy who will pry into all you deny. No stone left unturned, no cross left unburned. MI6, CIA, I'm a spy by the way.
Nous sommes en compagnie de Prune et Noémie, qui sont coordinatrices du festival La Bascule. Pourquoi La Bascule ? Pourquoi le nom La Bascule ? Oui. Vous voulez parler des basculements écologiques et sociaux ? Alors, il y en a souvent le mot transition qui est utilisé, mais qui nous paraissait trop faible. Bascule, ça nous paraissait plus en ligne avec ce qu'on désire. Et puis ça sonne bien, ça a un côté marrant, ça évoque quand même l'idée de la balançoire, une idée d'équilibre aussi, c'est dans l'image, ça nous plaisait. Comment vous est venu ce festival, cette idée ? Alors ce festival, c'est plusieurs choses. Il est né lors d'apéros décroissants qui ont lieu tous les mois au Hangar 0. C'est là que l'idée a un peu émergé, mais aussi parce qu'on cherchait comment fêter les 10 ans du Hangar 0, les 10 ans de l'émergence de l'idée du Hangar, idée qui avait émergé lors d'un festival à peu près similaire, Alternatiba, il y a donc 10 ans. Donc le groupe est composé de ces réunions-là ? Oui, c'est ça. Le groupe d'organisation, on va dire, du festival est ouvert et donc c'est fourni au fur et à mesure des mois, mais surtout composé de l'équipe du Hangar. Et est-ce qu'on peut assister à ces bistrots-là, ou c'est simplement les gens du Hangar ? Les cafés décroissants, les apéros décroissants ? Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est tous les derniers jeudis de chaque mois. Mais alors là, du coup, celui du mois de mai est passé, et puis il n'y en aura pas au mois de juin. Enfin, c'est remplacé par la bascule en elle-même. Quels sont les événements proposés par le festival ? On va voir plusieurs types d'événements, plusieurs formats. On va voir des tables rondes, des débats, des ateliers, aussi bien créatifs que plus basés sur la réflexion. On va avoir des concerts, des performances artistiques, théâtrales. Et il va surtout y avoir le montage d'un village des alternatives sur les quais devant le Hangar 0. Donc ça va être un grand chantier participatif dès le mercredi 18 juin. Venez vous joindre à nous si ça vous tente. Et donc le samedi et dimanche, il y aura un énorme village, marché, avec plein de stands différents. Et qu'entendez-vous par un village des alternatives ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par village des alternatives ? On a essayé de l'organiser en différents quartiers. Il y aura un quartier avec des stands présentant différentes thématiques de l'éco-construction, des stands sur l'alimentation dans la bascule, des stands plutôt sur la décarbonation. Et il y aura aussi toute une partie marché des créateurs avec des stands d'artisans qui font fabriquent des choses avec surtout des matériaux de réemploi, de récup, etc. Donc les gens qui sont là, ils sont écologistes en principe. Oui, plutôt, oui. Plutôt. En fait, ce festival, d'habitude, quand on parle de festival, on parle musique. Et c'est pas que la musique, du coup. Vous avez vraiment une idée. Est-ce que c'est politique ? Est-ce que... Oui, c'est politique par nature. Toute réunion de ce genre est forcément politique. Enfin, j'ai envie de dire que tout est politique. Donc oui, c'est politique dans le sens où on va parler ensemble de comment on veut organiser nos vies communes, nos vies en collectivité, de qu'est-ce qu'on a envie pour le futur, pour nous, pour nos enfants, comment est-ce qu'on veut s'organiser. Donc forcément, c'est politique par nature. Après, c'est pas sous le drapeau d'un parti précis. Non, c'est ouvert à tous. Et qu'est-ce que vous espérez de ce festival ? Parce que vous m'avez semblé vraiment enthousiaste. On espère surtout des échanges. En fait, Prune parlait tout à l'heure des apéros décroissants. Ce qui nous a frustrés par rapport à ça, c'est qu'on échangeait dans notre cercle, dans notre bulle. Donc on espère vraiment sortir de cette bulle et avoir un public plus varié et pouvoir construire avec tout le monde, parce que pour l'instant on construit, mais on construit avec certaines personnes en particulier. Oui, toujours les mêmes. C'est ça, toujours les mêmes. Et donc en rajoutant des concerts, en rajoutant des spectacles, en ayant une ambiance plus festive, en étant plus
Alors on communique en plus à propos du festival, on espère avoir un public plus large, plus varié. Donc il y aura des expos qui consisteront quoi ? Oui, au niveau expo, alors c'est pas le pôle qui est le plus rempli, mais on va avoir quelques expos. Je sais pas si c'était Notamment, confirmé. on va avoir la présentation de PFE. Donc le PFE, c'est le diplôme en fin de cursus d'études d'architecture. On a 2 étudiants qui ont travaillé sur l'architecture et la montée de l'eau, qui vont venir nous présenter leur travail, et leur travail sera exposé par exemple tout le week-end dans le hangar. Après, en termes d'exposition, il va y avoir surtout ce dont je parlais tout à l'heure sur les quais, l'exposition des artisans, des différents pôles, des différents quartiers du village, avec des exposants hyper variés. Ça va vraiment de Greenpeace à Graines en Main, l'ACP, les shifters, des Amaré, une agence d'architecture qui proposera des consultations sur l'éco-construction, la boutique du Hangar Zéro qui s'agrandit le temps d'un week-end et aura énormément d'exposants, d'artistes, etc. C'est vraiment énorme ce que vous avez conçu là. Oui. Vous n'avez pas peur ? Si, on a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais... Non, mais en fait, on s'est rendu compte rapidement que plus on parlait de ce festival autour de nous, plus les gens étaient enthousiastes. Donc, le festival est devenu plus grand que ce qu'on avait imaginé au départ, mais aussi parce qu'il y avait cette volonté parmi les gens à qui on en parlait. Et que le festival n'a pas encore commencé. Et en réalité, il y a déjà pas mal d'émulations autour. Donc, c'est chouette. On a réussi à intéresser déjà plein de gens, et j'espère que ça va continuer avec le festival et qu'on va encore pouvoir agrandir notre cercle finalement. Alors, les conférences, vous les avez baptisées d'une autre façon, vous avez dit table ronde. Oui, alors on avait décidé de les appeler table ronde plutôt dans cette idée de... On voulait pas une personne qui parle pendant 2 heures et on est tous face à cette personne et on réagit pas trop, on veut vraiment des échanges comme on vous a dit, on a envie que les gens puissent se sentir à l'aise de prendre la parole, donc c'est une table ronde, on a tous la même valeur de parole, que ce soit les intervenants ou les visiteurs, les participants. Mais les gens peuvent communiquer, dire ce qu'ils pensent. Évidemment, le but, c'est justement que chacun donne son point de vue. Et les entrées, c'est libre, c'est comment ? C'est libre, donc n'importe qui peut rentrer n'importe quand, à l'heure qui lui convient, pour l'atelier, la conférence, le concert qui lui convient. Et c'est à prix libre. Donc prix libre, ça ne veut pas dire gratuit, parce que le festival a un coût qu'il faudra payer d'une manière ou d'une autre, mais ça veut dire qu'on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut, en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens, en fonction du temps qu'on y a passé. C'est chacune choisit combien il ou elle donne. Vous avez aussi un endroit pour faire des dons. Oui, on a déjà ouvert une cagnotte à l'OASO, de manière à ce qu'on puisse donner avant le festival, si on peut. Ça nous aide, nous, d'avoir un peu de trésorerie pour tourner, mais sinon, on s'organisera avec les fonds levés pendant le festival. Et vous considérez que ce festival sera pérenne ? On espère. On parle d'ores et déjà de faire une édition pour l'année suivante ou dans 2 ans. Donc oui, on espère bien. Après, pour répondre à cette question, je pense qu'on a hâte aussi de voir comment ça va se passer cette année, quels seront les retours et comment on pourra continuer à construire ce futur ensemble finalement. Oui, parce que vous pourrez changer les choses. Évidemment, oui, bien sûr. Après, concernant aussi le prix, si je peux ajouter un petit point, oui. On va aussi avoir un gros pôle alimentation. On a 2 super associations, Vivre en Transition et les Tablés de Quartier, qui seront là pour organiser les repas. Certains midis et tous les soirs. Et donc les repas seront à prix juste, donc c'est-à-dire uniquement pour rémunérer les produits et pas de main-d'œuvre, etc. Et donc tout sera préparé lors d'une grande cuisine participative qui sera elle aussi sur les quais. Et donc vous pourrez passer n'importe quand dans la journée, venir aider à couper, préparer, cuire, etc. Et donc ce sera une cuisine intégralement débranchée.
donc sans électricité et sans eau apportée, puisque ce sera sur le quai. Donc tout sera cuit, préparé au rocket stove de la Beltex, si je dis pas de bêtises. Et donc ce sont des poêles portatifs sur lesquels on peut faire la cuisine. Donc ça, ce sera aussi super chouette. Et Graines en main, ils apporteront leurs légumes ou ils sont là pour simplement se faire connaître? Alors, ils interviendront sur des ateliers, ça c'est sûr. Alors oui, Graines en main, ils interviennent sur des ateliers. J'avoue que je ne sais pas encore exactement d'où vont provenir les fruits et légumes utilisés durant le festival. Mais évidemment, l'idée, c'est de faire fonctionner des circuits locaux et proches du hangar. Donc s'ils sont intéressés, on est intéressés aussi, ma foi. Tout ce qui peut être sourcé localement sera sourcé localement, il n'y a pas de doute là-dessus. Sinon, avez-vous autre chose à dire, quelque chose qu'on aurait oublié Peut-être le site. Ouais, peut-être où trouver les informations. Alors, vous pouvez trouver les informations sur le site du Hangar 0 dans la rubrique l'agenda et vous allez à la date du festival. Sinon, sur les réseaux sociaux, c'est quand même là qu'on a le plus d'informations sur le compte Instagram, le compte Facebook ou le compte LinkedIn qui sont très actifs en ce moment. Vous pouvez nous trouver en tapant la bascule le Hangar 0. Voilà. Et si on veut vous joindre directement? Vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse mail labascule@luhangar0.fr. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez la 8e édition du festival Les Femmes s'exposent à Olgat. C'est un festival de photographie dont l'édito nous présente le fil conducteur, appartenance, identité, mémoire, transmission. N'oubliez pas que les femmes photographes ont mis beaucoup de temps pour se rendre enfin visibles et ce festival est un grand exemple de la richesse de leur talent et leur nombre. Au revoir, joignez-nous, rejoignez-nous. Bonne semaine.